Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver pour ces quasiment derniers numéros de cette année 2023 et c'est un plaisir de recevoir à nouveau un invité qui avait fait l'honneur aux Incorrectibles de venir. C'était il y a près de 2 ans maintenant, donc on est ravi de le recevoir à nouveau. C'est l'auteur à succès Laurent Oberton. Bonsoir Laurent. Bonsoir. On est ravis, je le disais, de vous recevoir donc à nouveau sur cette banquette orange pour la 2e fois, je le disais. Donc j'invite évidemment ceux qui nous regardent à regarder la première émission que nous avions tournée ensemble. C'était au soir du premier tour de la présidentielle de 2022, si je me souviens bien. Et j'en profite d'ailleurs pour vous remercier, vous qui êtes toujours plus nombreux à nous suivre et à nous aider financièrement, puisque c'est uniquement grâce à vous, nos contributeurs sur la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player, que nous pouvons vous proposer chaque semaine ces entretiens exclusifs et n'hésitez pas donc continuer de vous abonner aussi sur notre chaîne YouTube. Alors nous allons revenir dans la seconde partie de l'émission, cher Laurent Oberton, sur l'actualité du moment et sur des thématiques qui vous sont chères, notamment liées à l'insécurité. Mais je vous propose, je le disais donc, de commencer par évoquer votre dernier livre qui, je dois le dire, m'a surpris. Je ne vous attendais pas sur ce sujet. Ce livre, c'est Raisonnablement sexiste, remettre les hommes et les femmes à leur place. Tout un programme, un livre que j'invite tout le monde à acheter et à lire car il fait vraiment réfléchir et il est malgré tout assez facile à lire avec des petites boutades que l'on rencontre tout au long de la lecture. Alors, avant d'évoquer, si vous le voulez bien, le fond, on va évoquer la genèse de cet ouvrage. Pourquoi en êtes-vous venu, Laurent Oberton, à écrire un livre sur ce sujet en particulier ? C'est un sujet qui accompagne mes réflexions depuis très longtemps. C'est moi... Mon intérêt majeur, c'est l'anthropologie, la compréhension de l'homme. Donc l'homme est aussi une femme. Ce sujet, petit à petit, me travaillait beaucoup. Je sentais bien que mon lectorat aussi, je sais que c'est une question qui intéresse beaucoup, mais qui reste souvent un petit peu dans le brouillard. C'est-à-dire on préfère se passionner pour la politique, pour tout un tas de choses, et regarder en face la question des différences entre les hommes et les femmes, puisqu'on a l'impression que tout a été dit dessus. Beaucoup de choses ont été dites en effet, mais pas que des vérités. Ça pouvait être intéressant de faire un table rase de nos connaissances sur le sujet, de dire on sait certaines choses aujourd'hui de manière assez claire, assez scientifique, assez précise. Que peut-on déduire par rapport au féminisme actuel, à la théorie du genre, au transactivisme, etc. Où en est-on ? Pourquoi les hommes et les femmes semblent de moins en moins se comprendre alors qu'on est censé justement biologiquement de mieux en mieux les comprendre, et que faire pour tenter de les réconcilier, on va dire, les réconcilier avec eux-mêmes et entre eux, puisque quand même le but de la vie reste la procréation, et c'est mieux d'être deux, c'est mieux d'être un homme et une femme, ça fonctionne mieux. Le féminisme, c'est un sujet un peu tabou dans notre société aujourd'hui. Alors le féminisme, malheureusement, c'est un petit peu comme l'insécurité. Ça veut dire que vous avez la version que vous aurez est celle du média de masse, donc la vision de Big Brother, et c'est une vision idéologique univoque. Et malheureusement, elle est très loin de la réalité de Monsieur Moyen, du quotidien, de l'expérience, du sens commun. La sagesse des anciens, en quelque sorte, la sagesse des nations, moi c'est toujours ce qui m'obsède, de ramener les choses à ce qu'on a toujours observé et qui, petit à petit, a été criminalisé par le média de masse, par Big Brother, en disant non, vous n'avez pas compris, les différences entre les hommes et les femmes sont une construction sociale, il est nécessaire de déconstruire les hommes, de faire en sorte que les femmes deviennent des hommes comme les autres, de tout changer, et pour ça, il faut un État intrusif, il faut des lois, il faut des associations. Donc on a essayé de rééduquer le citoyen a des normes idéologiques, à ce qu'il les intègre au quotidien, et on ne se préoccupe pas de l'accomplissement ou de la réalité biologique. Ce qu'on veut, c'est imposer un programme à des êtres vivants. Donc à partir de là, c'est un problème. Et j'ai essayé de montrer ça, de montrer ce qu'on a essayé de nous imposer et pourquoi il était important d'y résister. Donc de revenir à la réalité, par-dessus l'idéologie.
Parlons un peu de vos inspirations pour ce livre, si vous voulez bien. En vous lisant, on ne peut que remarquer la proximité avec certains livres, comme bien sûr Le Premier Sexe d'Éric Zemmour, ou même un livre comme Vers la féminisation. Quelles sont justement vos inspirations précises pour ce livre? Est-ce que vous en avez eu d'abord? Alors moi, c'est surtout, j'ai toujours été très lecture scientifique, 19e, début 20e. Et après ça, ce qu'on a appelé les successeurs de Darwin, en quelque sorte, la psychologie évolutive, des auteurs comme Konrad Lorenz, qui ont observé énormément le vivant, plutôt qu'avoir un présupposé idéologique. Ce qui malheureusement est très français. C'est en général en France, vous avez des Sartre qui arrivent et qui vous expliquent que personne n'a rien compris, que tout vient de l'idée, que nous sommes des feuilles blanches et qu'il faut donc manipuler l'homme pour son bien. C'est le socialisme en général. Et moi, je me suis attaché au courant réaliste, c'est-à-dire ceux qui observent des choses, qui en tirent des conclusions scientifiques, des lois, et notre espèce n'échappe pas aux lois du vivant. C'est pas parce que nous sommes des hommes et qu'on met des costards et qu'on est poli et qu'on a tout ce décorum culturel qu'on va échapper à nos hormones et à nos codes ADN, etc. Donc c'est vraiment cette part-là en France qui est complètement ignorée, puisque la France n'a que faire de la biologie, ça ne rentre pas du tout dans le projet. Le projet ne veut pas que nous ayons ces différences innées, que nous soyons des êtres uniques. On fait l'éloge des différences aujourd'hui, mais malheureusement, quand ces différences sont réelles, elles deviennent un problème. Et on sent bien qu'il faut les aplanir, les araser, les interdire, que ceux qui sont au-dessus sont forcément des tricheurs et des voleurs et qu'il faut donc les rabaisser. On est face à ces problématiques aujourd'hui. Donc moi, mes inspirations viennent de là, d'un courant simplement empirique, en quelque sorte, qui va se contenter de l'observation des faits et d'en déduire des lois générales, qui me semblent passer bien au-delà des modes culturels et idéologiques. Parler de ce sujet, de ces thématiques, de ces différences, est-ce que c'est pas un marqueur de droite? Ah bah aujourd'hui, forcément, ça l'est, puisque à partir du moment où vous n'adoptez pas la panoplie politiquement correcte, vous êtes et droite, c'est gentil. C'est extrême droite, ultra droite, méga droite demain, giga droite, on ne sait plus. Ça fait longtemps qu'on a pulvérisé tous les marqueurs. Mais oui, évidemment, on va être assimilé à cela, alors que je pense pas forcément que ce sont des questions qui méritent cette étiquette politique. Mais malheureusement, en France, on peut plus faire autrement. Si vous déviez du dogme, vous êtes automatiquement du côté du mal. Donc, pas de gauche, ça c'est très clair. Donc moi je me suis pas trop préoccupé de ça, j'étais déjà étiqueté depuis bien longtemps, donc à la limite c'est pas grave, un peu plus, un peu moins, j'aggrave mon cas, et autant aller à fond dans la recherche de la vérité sans se soucier de ces procès de Moscou. Alors, votre livre, il commence en tentant de renouer avec certaines vérités élémentaires, au risque de faire, pour vous citer, aboyer les indignés. Et ces évidences, elles se fondent d'abord sur la biologie, vous le disiez. Donc, rappelez-nous, si vous voulez bien, quelles sont ces grandes différences entre les hommes et les femmes? La différence génétique, biologique, on l'observe dans la plupart des espèces vivantes. Nous sommes des êtres sexués, donc un petit chromosome qui fait énormément de différences, beaucoup d'hormones qui nous avons des intérêts biologiques différents. Les femmes, par exemple, produisent de gros ovules rares et coûteux. Les hommes, quantité de gamètes abondants et peu coûteux. Et à partir de là, la stratégie sexuelle des individus sera très différente. Et on l'observe jusque chez la mouche drosophile. Darwin l'avait déjà constaté, qu'il y avait autour de la sexualité, par exemple, une ardeur mâle et une retenue femelle. Et qu'il semblait que donc il y avait une valeur différenciée du rapport. C'est-à-dire pour une femme, le rapport sexuel vaut beaucoup plus cher puisque potentiellement, elle peut se retrouver enceinte et ça implique un engagement énergétique dans la vie, etc., qui est absolument majeur. Alors que l'homme, à la limite, non, il peut se reproduire n'importe quand, avec plus ou moins n'importe qui, sans que ça ait un tel engagement. Sauf que, encore une fois, il y a des notions de parentalité. Durant l'âge glaciaire, les âges glaciaires, il a été sûrement beaucoup plus facile de survivre pour la progéniture de parents soudés, unis et aimants, et que ça a renforcé cette parentalité masculine. Donc on est issu d'un passé, on vient pas de nulle part,
Et ça, c'est vraiment, c'est absolument fondamental. Et ça explique la plupart de nos différences de comportement, dont on s'amuse souvent en disant les femmes ont du mal à garer la voiture, etc. Les hommes ont du mal à faire deux choses à la fois. Enfin, ce genre de choses ont des explications biologiques assez claires aujourd'hui. Vous faites justement grand cas de la différence fondamentale entre le père et la mère. Est-ce que c'est ça, finalement, qui différencie le plus l'homme de la femme? C'est quoi? C'est la possibilité d'enfanter? C'est-à-dire, oui, l'homme, pour le coup, ne porte pas l'enfant, ne le fabrique pas, n'est pas vulnérable avec lui dans ses premières heures. Et lui, il va avoir plutôt ce rôle protecteur, ce rôle gardien du clan, pourvoyeur de ressources. Et à partir de là, il y a toute cette différence. La femme, encore une fois, dans les périodes glaciaires qui nous caractérisent, nous avons traversé ça pendant des centaines de milliers d'années, donc ça a une empreinte génétique colossale sur nous. Les femmes recherchaient un homme qui soit apte à pourvoir des ressources, qui soit doué pour la chasse, qui soit protecteur, pourvoyeur, etc. Alors que l'homme, lui, cherchait avant tout la fertilité. C'est ce qui le préoccupait, c'est que madame ait un enfant dans de bonnes conditions, soit de bonne constitution génétique, donc c'est lié à la beauté. Et l'homme va être beaucoup plus préoccupé par ça, alors que la femme aura d'autres aspirations et attentes. Une stratégie déséquilibrée qui a un impact sur toute la vie. Pourquoi ces différences que vous citez, elles sont quasiment niées par le monde intellectuel et médiatique actuel? Parce que la tendance est à dire que c'est mauvais. Voilà, la différence, c'est mauvais. S'il y a différence, c'est qu'il y a eu oppression, il y a eu triche. C'est une forme de théorie du complot, pour le coup, assez hallucinante, puisque on en est quand même à expliquer ces différences par le fait que les hommes aient comploté pour priver les femmes de ressources, d'alimentation, par exemple. C'est une théorie tout à fait sérieuse qui a été énoncée par des chercheuses pour montrer que depuis toujours, les femmes sont victimes, on parle de racisme systémique, mais là, ce serait un complot depuis la nuit des temps où les hommes confisquent les ressources pour eux. C'est pour ça qu'ils sont plus grands, qu'ils sont plus forts, ils sont davantage patrons du CAC 40, etc. Et parce que ces différences sont jugées inadmissibles. Aujourd'hui, un consommateur doit équivaloir à un consommateur, qui soit issu de n'importe où, n'importe qui. C'est ce que le système veut aujourd'hui. Sinon, encore une fois, ça laisse entendre qu'il y a eu triche et donc qu'il faut correction, donc qu'il faut appareil d'État, coercition, contrainte, redistribution d'argent, etc. Donc, quelque part, pour le système étatique, c'est extrêmement utile de prétendre que ces différences n'ont pas à être, puisque évidemment on les voit dans tous les tableaux de l'INSEE. Ça veut dire que l'État est donc nécessaire pour les corriger. Au passage, prélever énormément d'argent public. On peut faire ça pour les inégalités en disant il y a des pauvres, il y a des riches, c'est pas normal, il faut corriger. On peut faire ça avec les hommes et les femmes, avec les autochtones et les immigrés, et c'est déclinable à l'infini. Laurent Berton, vous avez des pages très fortes sur la question de l'amour dans votre livre, dont vous expliquez que c'est une sorte, alors je lis, d'immaturité vitale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour ceux qui nous regardent, votre raisonnement? Oui, l'amour, en quelque sorte, ça va être un prolongement, si vous voulez, par exemple, la relation mère-enfant. L'enfant, il naît, il est parfaitement immature, donc ça veut dire qu'il n'a pas la notion des conséquences, du lendemain, etc. Il est uniquement motivé par la récompense à court terme, il est entièrement dépendant de sa mère. Sa mère le nourrit, sa mère s'occupe de lui apprend à marcher, etc. L'amour, c'est un petit peu la même chose. Il y a une forme de régression et d'attachement qui confine à la dépendance pour un autre être. Et cette manipulation biologique de ce qu'on est nous permet justement d'unir nos forces, d'être en quelque sorte chimiquement aveuglés pendant une certaine période pour l'intérêt de notre progéniture, qui est le nôtre aussi, puisque notre progéniture, ce sont nos gènes. Donc on les transmet ainsi dans de meilleures conditions. Si on a un parent indifférent, notre progéniture a moins de chances de survie, donc nos gènes vont disparaître. Donc les gènes de bons parents se sont, par émulation, répandus en quelque sorte.
Vous abordez donc, c'est ce que vous dites dans ce livre, un sujet finalement qui est assez tabou, c'est ce que vous disiez, donc vous me dites si je me trompe, à savoir la supériorité en quelque sorte de la femme dans le processus de sélection du conjoint. C'est la femme qui a ce que vous appelez le pouvoir biologique majeur, c'est ça, hein? Oui. Voilà. Pourquoi c'est si important cette notion? Comme elle a, en quelque sorte, ce trésor, l'ovule rare et cher, eh bien, elle va le monnayer. C'est-à-dire qu'elle, si elle dit oui au premier venu, en quelque sorte, elle n'accorde très peu de prix à son ovule et à sa personne. Alors qu'elle comprend très vite, d'instinct, qu'il lui faut de la retenue, justement, pour faire, en quelque sorte, que l'échange soit plus avantageux pour elle. Et c'est là que la parade amoureuse va commencer, c'est là que monsieur va faire preuve de moult investissements, il va faire tout ce qu'il peut pour montrer qu'il est protecteur, prévoyant, qu'il a beaucoup de ressources, qu'il est prêt à les céder à madame, qu'il sera très fidèle et très aimant, etc. C'est un rituel qui, des fois, prête à sourire, puisqu'on sait très bien que les arrière-pensées sont là, mais on l'a observé chez des chimpanzés, c'est-à-dire chez les chimpanzés, les mâles qui offrent plus de viande aux femelles sont ceux qui copulent le plus. Donc on a déjà observé ce phénomène dans le règne animal. Et la sélection de la femelle est extrêmement importante puisqu'elle va se baser sur des critères. Par exemple, les meilleurs chasseurs dans les tribus primitives étaient plus sélectionnés que les autres, ce qui permettait de répandre leurs aptitudes et d'améliorer le sort de la tribu tout entière. Donc c'est évidemment très important que leur choix soit pertinent. Si elles choisissaient n'importe qui au hasard, évidemment, la société, le pool génétique deviendrait n'importe quoi et ce serait pas viable. Vous parlez carrément de marchandage, je vous cite, en vous référant à Théophile Gautier, et je vous cite encore d'investissement. Finalement, comme dirait Houellebecq, est-ce que tout ça n'est pas qu'un grand marché ? Ah, si, très clairement, il y a des valeurs, il y a des offres, il y a des demandes, et chacun s'adapte, chacun va plus ou moins bien jouer le jeu, plus ou moins comprendre aussi. Souvent, c'est un jeu qui se joue à l'instinct, c'est-à-dire l'homme, il a envie de la femme, il ne se pose pas la question de sa motivation profonde. L'amour, la chimie, tout ça le dépasse complètement. Il fait à l'instinct. Et certains le font bien, d'autres le font moins bien. Certains ont des aptitudes à faire valoir qui sont importantes. Parfois des aptitudes si importantes que beaucoup de femmes sont prêtes à sacrifier totalement leur dignité parce que cet homme leur paraît décidément vraiment extraordinaire. Ça peut arriver. Donc oui, il y a vraiment cette notion d'échange, de marché. Et voilà, alors c'est pas péjoratif, c'est un constat. D'ailleurs, c'est un sujet que vous abordez dans la seconde partie de votre livre, ce sont les applications de rencontres, comme Tinder, pour parler que de la plus connue. En quoi est-ce un tournant, justement, ces applications dans les relations entre les hommes et les femmes, d'après vous ? Parce que, comme il y a cette offre, le capital va s'en emparer, le marché, et va proposer des services, des services intermédiaires, en disant, le gros problème aujourd'hui, masculin comme féminin, c'est de trouver la bonne personne au bon moment. Il y en a énormément qui sont en demande, qui sont en attente. Ils n'osent pas dans la vie pour tout un tas de raisons. Ils pensent qu'ils sont maladroits, qu'ils sont pas à la hauteur, tout est fait pour nous faire peur aussi dans cette société. On a très peur de décevoir, de pas être à la hauteur. Il y a énormément de points de comparaison dans le monde culturel, des acteurs qui paraissent brillants, qui sont Donc il y a une inquiétude généralisée qui va se traduire par ça, soit l'évitement, c'est-à-dire le type enfermé chez lui avec ses chips et sa pornographie, ou l'application de rencontre, pour simplifier les choses en disant moi j'ai ces qualités-là, elle a ces qualités-là, peut-être qu'on peut espérer que ça avance. Donc voilà, certains s'en sortent, je pense, très bien comme ça. D'autres pas du tout. Surtout que là, on parle Tinder, c'est une application qui n'est pas réellement basée sur un projet de vie à long terme, normalement. C'est autre chose, c'est une autre forme d'offre. Elle adopte un mec avant. Oui, voilà. Et ça, malheureusement, c'est aussi parce que on a ce féminisme qui se veut libérateur et émancipateur, qui a beaucoup expliqué aux femmes que leur retenue était
un signe de la main patriarcale, en quelque sorte. C'est-à-dire, elles veulent se soumettre à la logique patriarcale, donc elles ne sont pas libres sexuellement. Et ça, c'est terrible pour elles. Sauf que celles qui se libèrent sexuellement, quelque part, attendent à leur valeur, comme on le disait tout à l'heure, et s'en rendent compte malheureusement trop tard. C'est pas en enchaînant les partenaires qu'on augmente son accomplissement quand on est une femme. Ça, ce sont des règles biologiques intangibles et qu'on peut pas transgresser gratuitement. Malheureusement, à notre époque, on pense que tout peut être fait, on peut s'amuser sans jouir sans entrave, comme disaient les 68ards, sauf que si, tout a des conséquences, et en particulier pour les femmes. C'est un tournant anthropologique, d'après vous, ces applications de rencontres ? Oui, là, pour le coup, on est dans une période qui est vraiment très destructrice, qui éloigne les hommes des femmes, puisque les hommes qui constatent une certaine libération vont se dire, maintenant, elles ne sont intéressées que par des relations à long terme, donc j'ai pas besoin de faire d'efforts particuliers vis-à-vis d'elles, elles sont disponibles, donc je m'adapte. Les femmes vont se dire, donc les hommes sont vraiment intéressés par des relations court terme, donc elles vont envoyer des signaux encore plus décourageants pour l'investissement à long terme. Et évidemment, ça va complètement détruire ce qui pourrait faire des couples sérieux, stables, durables, donc la transmission qui va avec. Donc oui, c'est réellement un schéma révolutionnaire. Mais il ne peut pas durer. Il y aura un retour de bâton puissant. Est-ce que ça ne donne pas, paradoxalement, un nouveau pouvoir à la femme, les applications ? Alors, c'est un pouvoir illusoire, puisque le vrai pouvoir est celui de choisir. Et là, pour le coup, en se soumettant à cette logique émancipatrice, avec des guillemets, féministe, c'est une injonction sociale, en réalité, ce comportement. Parce qu'il est suggéré lourdement par Netflix, par l'offre culturelle, en disant, quelque part, si vous êtes une femme traditionnelle, bien dans votre couple, etc., fidèle pour les gros mots, vous êtes une victime du patriarcat et votre valeur est très faible. Donc, quelque part, c'est une injonction sociale qui n'est pas du tout libératrice, puisqu'on ne leur laisse plus vraiment le choix. Ce qui est la liberté, c'est le choix, c'est de se conformer à ses attentes fondamentales. Et là, c'est plus le cas. Vous parlez d'ailleurs d'hypergamie, je vous cite. Est-ce que vous pourriez préciser cette notion pour ceux comme moi qui la connaissaient pas ? L'hypergamie va être la tentation, normalement, de choisir toujours un partenaire qui est un petit peu plus... un peu au-dessus, un cran au-dessus. C'est-à-dire, on essaie, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un marché... Et on essaie, sans être follement ambitieux, sinon on risque d'être déçu, mais de parvenir à améliorer sa valeur génétique en trouvant un partenaire qui lui-même est un petit peu au-dessus. Et ça devient très compliqué quand tout le monde ne se base que sur la relation d'un soir sans lendemain, parce que pour le coup, tous les critères qui font la valeur des êtres humains, qui font qu'on va trouver quelqu'un de plus adapté, ne sont pas, sortent du jeu de sélection. Donc évidemment, là, on est plutôt dans l'hypogamie. On va pas améliorer le paysage de cette façon-là. Comment lutter contre l'hypersexualisation de la société et de la femme en particulier ? Est-ce qu'on peut lutter ? Ce sont des tendances de fond et malheureusement, notre espèce, nous sommes des animaux domestiques, nous sommes extrêmement suiveurs, nous avons peur de l'opinion des autres et on a tendance à se conformer à ce qui se passe. Et malheureusement, une jeune femme aujourd'hui qui va voir beaucoup de ses concurrentes qui vont être très disponibles, qui vont dire que de toute façon, il faut faire comme Netflix le recommande, elles vont avoir tendance à s'aligner sur ce qui se passe, de peur de se dire oui, mais les hommes, ils sont intéressés par ça, et sinon, moi, je vais rater, je vais être hors jeu. Donc, il y a un effet de mode et de tendance qui est assez puissant. Mais encore une fois, je pense que ça va vite évoluer et on va vite revenir à quelque chose de peut-être excessivement inverse, c'est-à-dire à une forme de puritanisme extrêmement rigide, parce que le balancier, elle est très loin dans un sens, il ira loin dans l'autre sens. Ça, c'est quasiment automatique. Et je pense pas qu'il y aura besoin de voter des lois ou de réfléchir à tout un tas de choses comme ça. Ça va se faire tout seul. Vous abordez aussi la fin de la monogamie, de la polygamie. Est-ce que, justement, il n'y a pas un tournant
également là aussi anthropologique. Ah oui, bah encore une fois, on a des chiffres de l'infidélité, des formes de relations qui n'ont jamais existé auparavant. On est sorti complètement d'un schéma plus traditionnel, comme on a connu le siècle dernier, qui n'était pas forcément archi-représentatif non plus, mais déjà un petit peu plus. Et on est dans une période assez nouvelle sur ce point de vue. Et paradoxalement, plus on entend parler de sexualité, on n'en a jamais autant parlé, plus on a été informé sur le sujet, il y a des cours d'éducation nationale, c'est sur tous les écrans, moins concrètement la sexualité se pratique. On sent qu'il y a cette liberté apparente semble paralyser les hommes et les femmes et ne pas profiter à la vie de couple épanouie, à la sexualité épanouie. Les enquêtes d'opinion montrent que la sexualité des jeunes en particulier est de plus en plus brutale, de plus en plus difficile, que énormément de jeunes n'ont plus du tout de relations parce qu'ils se disent finalement tout ça n'en vaut pas la peine, on va faire autrement, on va trouver des dérivatifs, la pornographie, etc. Et c'est pas si grave de vivre les hommes sans les femmes ou les femmes sans les hommes. On en est là aujourd'hui, et ça évidemment c'est très préoccupant quand même. Alors vous avez une phrase délicieuse, cette phrase délicieuse dans le livre, je vous cite, « Il faut rendre ici justice au mariage chrétien ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Parce que le mariage chrétien prenait en compte les intérêts des deux parties. Et ça c'est quelque chose d'assez rare. Il est vrai, les hommes ont souvent, juridiquement, été tentés par le fait de préserver leurs intérêts avant tout. C'est-à-dire c'était la femme qu'on lapidait, c'était la femme adultère. Monsieur, bon, c'était pas vraiment sa faute, en quelque sorte. Et le mariage chrétien a eu ceci de clairvoyant, c'est qu'il a compris qu'il y avait des intérêts féminins et des intérêts masculins, et qu'il était légitime de les défendre à part à peu près égale. En tout cas, tous les intérêts étaient représentés, parce que ça permettait à une meilleure transmission, une meilleure parentalité, et quelque part, ça profitait à la société tout entière. Donc, il y a eu un effort extrêmement important de fait là autour. Et je trouve que ça correspond, les piliers du mariage chrétien correspondent assez bien aux piliers biologiques recherchés par les individus qui s'unissent pour transmettre la vie, en quelque sorte. Mais malheureusement, c'est plus trop à l'ordre du jour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disaient justement que le mariage corsetait la vie des gens, justement, et qui empêchait leur épanouissement ? Quand c'était un mariage imposé, quand voilà, une fille de 12 ans, on la promettait à quelqu'un comme ça, par arrangement, évidemment, ça pouvait parfois bien se passer, mais la plupart du temps, c'était simplement une forme d'esclavage domestique. Là, ce qui est intéressant, c'est que la notion de consentement dans le mariage chrétien a été vraiment une base. Le mariage forcé est interdit par la chrétienté. Et donc ça, c'était absolument fondamental. C'est que si on part du principe, on respecte le principe de choix féminin, on accorde ce pouvoir de sélection qui est majeur, et donc c'est beaucoup plus équilibré. Vous avez des pages dans votre livre où vous décrivez véritablement la relation entre les hommes et les femmes comme un rapport de force avec des termes très forts, hein, j'en ai relevé quelques-uns, bourreau ou encore esclave. Est-ce que c'est pas un peu réducteur quand même ? Tout peut arriver, c'est-à-dire on a des situations... On a des situations de couple qui sont extrêmement difficiles, qui tournent, encore une fois, parce qu'on a cette absence de recul, on est pris dans un... les êtres humains, une fois qu'ils sont engagés, ont beaucoup de mal, en particulier les hommes, ont beaucoup de mal à faire la démarche d'arrêter les frais. Je dis, bon, c'est comme ça, on fait avec. Et on en voit des couples qui passent leur temps à s'entrebouffer le nez, à se comporter de manière violente. Et ça, encore une fois, parce qu'on ne prend pas le recul nécessaire pour comprendre nos intérêts, pour comprendre à quoi correspondent ces jeux. Le fameux test du lien, c'est-à-dire le test du lien, c'est pareil, on l'a observé chez beaucoup d'êtres vivants. On fait subir à l'autre, en quelque sorte, un petit enfer quotidien pour voir ce qu'il est prêt à endurer. S'il est prêt à nous supporter beaucoup, ça veut dire qu'on compte beaucoup pour lui, en quelque sorte. Quand on n'a pas d'autre moyen de le vérifier
quand il n'y a plus les serments du mariage, quand il n'y a plus la société, les familles, etc., finalement, pour faire tenir la relation de couple, quand, on dit que l'amour dure 3 ans, mais quand le romantisme des premiers moments s'étiole, la passion s'étiole un petit peu, eh bien, que faire? Et c'est là qu'on arrive à des situations, des fois complètement aberrantes, d'insécurité affective des deux côtés, qui finissent souvent dans la violence, dans la terreur psychologique. Et voilà, on a réellement des vies de couple qui sont infernales. Et il est bon de rappeler que énormément de violences aujourd'hui qui se terminent par la mort sont des violences intrafamiliale et même conjugale. Dans la deuxième partie de votre livre, justement, vous quittez le monde du constat cette fois pour vous intéresser aux implications politiques de cette négation de la différence entre l'homme et la femme, et vous abordez donc inévitablement la question du féminisme, ce mot qu'on emploie donc depuis le début de l'émission assez régulièrement. Est-ce que d'abord, pour ne pas susciter d'incompréhension, vous pouvez nous donner votre définition à vous, Laurent Berton, du féminisme? Est-ce que c'est la même définition pour tout le monde? Alors ça dépend. Celui-là dont je parle dans ce livre est celui qui va expliquer aux femmes qu'elles sont spoliées, que les hommes, ces grands comploteurs depuis toujours, les privent de ressources, les privent de s'épanouir, qu'en réalité les femmes doivent montrer qu'elles sont l'égale des hommes. Donc elles doivent être autant élues, autant dans les postes à responsabilité, autant travailler dans l'industrie, autant aimer autant le bleu que le rose, ce genre de choses. Elles doivent être égales aussi en matière de sexualité, c'est-à-dire oublier le principe de sélection, comportez-vous comme des hommes, sinon c'est la preuve que vous êtes empêchés, fameux plafond de verre, voilà. Donc dans tous les aspects de la vie, ce féminisme n'est pas du tout libérateur, il veut nier tout simplement la spécificité féminine. Parce qu'il n'admet pas qu'elle existe. Pour lui, c'est un fantasme patriarcal et voilà, c'est un moyen de garder la femme au foyer, à la cuisine, enfin dans une situation que ce féminisme estime dévalorisante. Donc pour moi, voilà, c'est ça la définition du mauvais féminisme en quelque sorte. Alors, vous expliquez quand même, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Je vous cite que le féminisme est une théorie du complot. Depuis la nuit des temps, les mâles s'accaparaient ressources et privilèges tout en dominant et en empêchant les femmes. Alors, vous savez que dans cette émission, on aime bien nous attaquer aux fact-checkers. Est-ce que vous pouvez nous fact-checker ce soir cette théorie du complot ? Alors, j'ai vu ça sur Arte il y a quelques années. C'est un documentaire qui a été diffusé sans contradiction, qui nous expliquait que si les hommes étaient plus grands, plus gros, plus forts, c'est uniquement parce qu'ils gardaient les meilleures parts de nourriture pour eux. Et c'est vraiment... il y avait Françoise Héritier, qui est une anthropologue quand même assez réputée, qui a bondé en ce sens, en disant que c'était tout à fait possible, sauf que ce dimorphisme sexuel, la différence de masse musculaire, la différence de masse graisseuse, la différence de les capacités de vision, les capacités de raisonnement spatial, etc., c'est quelque chose qu'on observe dans quasiment toutes les espèces sexuées. Il y a une différence, ce fameux dimorphisme sexuel. Donc, à partir de là, il faudrait imaginer que nous complotons, mais les chimpanzés bonobos, les lions, les mangoustes et les menthes religieuses complotent, elles aussi, depuis toujours. Donc là, ça devient compliqué pour la sociologie de défendre ça. Malheureusement, en France, on est exposé à des théories complètement aberrantes. Le plafond de verre dans les salaires, le fameux truc sur les inégalités salariales qui revient régulièrement en nous disant « Regardez, les femmes, elles travaillent gratuitement à partir de tel jour et c'est un scandale ». Et je montre dans mon livre que tout ça est vraiment une falsification assez monstrueuse des choses pour accuser les hommes en général et pour faire des femmes en général des victimes. Pourquoi ce complotisme, osons les mots, ce conspirationnisme, il n'est pas plus dénoncé ? Parce que malheureusement, les grands médias sont très idéologisés. Beaucoup de jeunes journalistes sont autorisés en fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Et quand on va pas vous inviter pour dire à 1 heure de grande écoute sur un média du service public ce que je suis en train de vous dire. Personne ne fait ça. On va inviter Françoise Héritier pour expliquer pourquoi, je sais pas, les stéréotypes du genre, les cartables joués à la marelle, enfin tout ce qu'on entend toujours, pourquoi les toilettes sont genrées et sexistes, ce genre de choses. Mais il y aura pas de contrepoids sérieux.
Et donc malheureusement, cette escroquerie perdure, même si je pense c'est une croyance de luxe. C'est comme le vivre ensemble, l'immigration est une richesse. Ça concerne des individus qui sont en haut, qui sont dans les sphères du pouvoir médiatique, culturel, universitaire. Quelque part, même pour se démarquer de la masse, c'est-à-dire à partir du moment où on adhère à ce genre de croyance, ça montre qu'on est supérieur. Mais c'est ça, l'idéologie, c'est devenu un luxe. C'est comme l'art contemporain, ça fait partie du décor et de la panoplie. Plus on est loin du sens commun, du plouc de base qui se contente de ce qu'il a sous les yeux, de croire ce qu'il voit, mieux c'est pour nous. Plus on se sent supérieur. Donc ça concerne le féminisme et tout ce qui va avec. Comment vous expliquez justement ce qu'on pourrait appeler cette dérive du féminisme ? C'est le problème de toute idéologie. Il y a... Elle date de quand finalement ? Ça s'est fait petit à petit. En fait, il y a toujours eu dans chaque idéologie une compétition interne propre à cette idéologie. Quand vous avez quelqu'un qui dit « je suis féministe », vous avez toujours quelqu'un dans le même groupe qui va dire « moi, je suis encore plus féministe ». Et on peut toujours trouver quelqu'un qui est plus pur. Et on voit que les féministes d'hier, Simone de Beauvoir, Elisabeth Badinter, seront insultées et diffamées par les féministes d'aujourd'hui qui pensent qu'elles faisaient elles-mêmes partie du problème. Et les féministes d'aujourd'hui sont déjà en train de se faire insulter par les intersectionnels de demain parce que ce sont des bourgeoises blanches qui ne représentent pas les nouvelles luttes, etc. Et les intersectionnels se font eux-mêmes insulter par les transactivistes qui pensent qu'ils sont déjà dépassés. Et à l'infini. Le système, comme ça, ne reconnaît pas les siens et les militants se dévorent entre eux. Donc ça va de plus en plus loin et c'est pour ça que quand vous revenez toujours à Monsieur Moyen, le référentiel inertiel, le français, le sens commun à travers les âges, il voit ça lui paraît d'être une galaxie de plus en plus lointaine et à un moment il y a un choc de réalité quand on se rend compte que les élites sont à des années-lumière du monde réel. Dans le livre, vous expliquez justement que le féminisme est une niche politique. Vous pensez que ceux qui en vivent ne sont pas sincères ? Alors, on peut se persuader que nos combats sont justes. Ça, c'est autre chose. Je pense que beaucoup s'auto-persuadent de la justesse de leurs combats, sont réellement persuadés de faire avancer la cause des femmes et que c'est une bonne chose pour la société. La police. Oui, que c'est une bonne chose pour la société tout entière. Mais ça, c'est un petit peu facile. C'est-à-dire, évidemment, quand on est dans une position qui est lucrative, qui nous donne cette supériorité morale, puisqu'encore une fois, quand on est féministe, on est du côté du bien. Ça, c'est automatique. Donc, quand on est persuadé de ça et qu'en plus, ça nous rapporte de l'argent, qu'on doit donner des conférences et des cours, qu'on est sollicité par des grands médias, qu'on a cette notoriété, c'est beaucoup plus facile de se persuader qu'on fait pour le bien. Ça, c'est un réflexe humain normal. Vous expliquez notamment, Laurent Oberton, que les inégalités hommes-femmes ne sont une priorité que pour 4% seulement des Français, mais que cela occupe, on le voit, une part disproportionnée du temps d'antenne. Là encore, comment vous l'expliquez cela ? Parce que les inégalités hommes-femmes, on sait très bien qu'il y a quelque chose qui va être complètement pour le féminisme. L'inégalité hommes-femmes, c'est encore une fois 50% c'est-à-dire 50% de ministres, 50% d'élus, 50% d'artistes, de figures historiques. Alors, on parle pas souvent des manœuvres des éboueurs, des ouvriers, des chômeurs, des hommes dans les prisons, des tués sur la route ou des morts violents, etc. On va éviter tout un pan comme ça qui est un petit peu gênant. Par contre, on va défendre cette idée que tout ce qui est dans la compétition masculine, c'est ça aussi que je reproche à ce féminisme, c'est de se baser sur une vision masculine des choses. Puisque, en réalité, certaines chercheuses honnêtes vous diront les femmes qui sont fascinées par le codage informatique, par les ampères, par les ohms, par la physique nucléaire, etc., elles existent, mais elles sont moins nombreuses que les hommes. Donc, par conséquent, elles seront moins représentées dans ces domaines. Quoi qu'il en soit, et même si on forçait, d'ailleurs, je pense, les femmes à s'y mettre davantage, si l'État votait des quotas, ce serait toujours le cas. Mais peu importe, les féministes pensent que si elles n'y sont pas, c'est qu'elles sont empêchées, donc elles justifient l'existence même du féminisme. Donc elles vont évidemment continuer à nous dire qu'il faut de l'égalité partout. Comme ça n'a aucune chance d'arriver, elles ont toutes les chances d'être toujours
ici, d'exister. C'est intéressant parce que ce point que vous venez de souligner, justement, vous l'évoquez, question assez fondamentale, celle des inégalités, qui sont donc, selon vos mots, moins présentables. Donc, vous venez d'en citer quelques-unes, mais je les rappelle, les morts sur les routes, les SDF, les suicides et j'en passe. Finalement, si on devait résumer, il ne fait vraiment pas bon d'être un homme dans notre société actuelle, quoi. Non, d'autant que, comme on les accuse collectivement, d'être des voleurs en quelque sorte. Quand on dit, par exemple, les femmes travaillent gratuitement à partir de tel jour, on met tous les hommes dans le même sac. Ça veut dire que vous êtes tous des salauds, y compris ceux qui sont chômeurs, ceux qui ont un travail au ras des pâquerettes. Et ceux qui disent ça sont des ministres qui sont mieux payés que 99% de la population. Et c'est toujours stupéfiant qu'on ne fasse pas de distinguo. Parce que, évidemment, il suffit, je sais pas, par exemple, si vous êtes au restaurant, vous êtes une table de 10, il y a 5 hommes et il y a 5 femmes, de salaire à peu près égal, et là, il y a Elon Musk qui rentre, automatiquement, les hommes, en moyenne, vont gagner beaucoup plus d'argent que les femmes. Mais on va pas dire juste c'est Elon Musk, on va dire les hommes. Et c'est ça la malhonnêteté de la chose, c'est que beaucoup d'hommes dans ce pays ne sont pas patrons du CAC 40, ne gagnent pas énormément d'argent, et donc on se base uniquement sur les très hauts revenus de la société qui sont, il est vrai, davantage masculins, et ça fausse complètement ces histoires de moyenne. Oui, c'est une aberration totale et complète, et on n'a évidemment aucune chance d'arriver à une égalité totale. C'est très liberticide finalement. Oui, totalement, oui, absolument. Et la solution du féminisme, c'est de faire payer les riches finalement. Donc ceux qui gagnent comme ils ne l'ont pas mérité, ils ont spoilé les femmes à un moment, ils doivent rendre l'argent et on doit mieux partager. Donc ça consiste simplement à voler les uns pour transmettre aux autres. Et avec cette discrimination positive, justement, est-ce qu'on n'est pas en train de créer une véritable, bombe à retardement pour les femmes? Est-ce qu'avec une accumulation de frustration comme celle-là du côté des hommes, est-ce qu'il n'y aura pas un jour, peut-être, un retour de bâton, quoi? Oui, bien sûr, on l'a vu. Très violent. On l'a vu en Suède, par exemple. En Suède, c'est un des pays les plus progressistes sur la question. On a beaucoup fait en sorte que les femmes investissent les lieux de pouvoir, les lieux de compétition qui étaient vus comme plus masculins. Et elles l'ont fait massivement, et encore plus massivement, elles s'en sont dégagées depuis. Elles ont préféré revenir à des schémas plus traditionnels, à la maternité, à des emplois plus flexibles, avec moins de pression, parce que la compétition autour d'un travail, encore une fois, elles n'ont pas ce besoin inné aussi fort, certaines l'ont, mais en moyenne, elles n'ont pas ce besoin inné aussi puissant que les hommes d'exister par le statut. Parce que c'est ça qui va valoir à l'homme sa sélection. Il sera choisi, il sera respecté, il sera reconnu parce qu'il a un statut. Et encore une fois, c'est pas le même combat. Et on l'a vu aussi dans les kibbutz en Israël. On avait eu des politiques sociales très volontaristes pour que les femmes aient des fortes responsabilités. Et plus que nulle part ailleurs, elles sont revenues à un rôle plus traditionnel. Donc oui, le retour de bâton va avoir lieu aussi pour nous. Alors, Laurent Berton, dans ce livre, vous posez aussi une question vraiment très politiquement incorrecte à laquelle vous apportez des pistes de réponse. Je me permets donc de vous la reposer ici. S'il existe des inégalités physiques moyennes et persistantes entre les sexes, pourquoi serions-nous dispensés d'inégalités mentales? Voilà donc la question que vous posez. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer votre pensée sur le sujet? J'invite évidemment ceux qui nous regardent à lire ce livre. C'est page 130, si j'ai bien noté. Et c'est vraiment très intéressant. Oui, alors pareil, c'est un gigantesque tabou. Encore une fois, les êtres humains sont censés être égaux, parfaits. Un sujet très sensible. Voilà. Et tout leur mental, leurs aptitudes dépendent uniquement, si l'on en croit nos sociologues, de l'environnement. Ça veut dire que si vous avez un bon environnement, vous faites un bon individu, il sera doué, vous pouvez le faire devenir n'importe quoi. Voilà, à partir du moment où il a un bon environnement. La réalité ne résiste pas, ce fantasme ne résiste pas à une analyse réaliste. On se rend compte que certains ont des aptitudes plus développées, d'autres des aptitudes moins développées dans certains domaines, et qu'il y a des différences moyennes entre les individus. Et entre les hommes et les femmes, c'est assez flagrant. Les femmes ont une intelligence verbale, par exemple, supérieure. Les hommes, en moyenne, ont une intelligence spatiale qui est supérieure. Et quand ça paraît pas grand-chose, statistiquement, c'est la même chose pour l'intelligence générale qu'on mesure avec le QI ou avec tout un tas de tests, les tests PISA, les tests scolaires. Les jeunes femmes
ont l'air plus doués que les jeunes hommes. Et à l'âge adulte, disons qu'il y a une très légère inversion de tendance, mais encore une fois, en moyenne, ça ne change pas grand-chose. Si vous prenez une femme au hasard et un homme au hasard, vous avez de bonnes chances qu'ils aient à peu près une intelligence similaire. En revanche, aux extrêmes, il y a une distribution différente. C'est-à-dire que les femmes sont davantage moyennes, statistiquement, que les hommes, et les hommes sont davantage extrêmes. Ça veut dire que si vous prenez les individus très doués et très peu doués, vous aurez plus d'hommes. C'est la même chose pour la taille d'ailleurs, les hommes sont plus grands par exemple, voilà, différentes statistiques, mais aux extrêmes ça joue énormément. Parce que si vous prenez les 10 plus grands individus de cette Terre, ce seront des hommes. Et c'est la même chose pour l'intelligence, le caractère obsessionnel également et systémique est quelque chose de très masculin. Qui explique que les joueurs d'échecs, que les compositeurs, les codeurs... On a fait des stats sur les prix Nobel, enfin je sais pas. Oui, c'est très clair. Les prix Nobel de sciences, vous avez quelques femmes, mais elles sont extrêmement rares. La médaille Fields de mathématiques, je crois qu'une femme l'a obtenue il y a quelques années. Une seule femme. Et pourtant, on voit bien que lors des études, par exemple, les études PISA montrent que les femmes, même en mathématiques, à niveau scolaire, lycée, collège, etc., sont plutôt plus doués que les hommes. Et après, quand on va aux extrêmes, dans les très haut niveau, on se rend compte qu'il y a plus d'hommes. Et les échecs, le jeu de Go, les jeux vidéo, enfin, tout ce qui implique des sacrifices assez fous, parce que, encore une fois, les hommes ont ils peuvent se sacrifier complètement à leur compétition pour acquérir ce statut, même sans s'en rendre compte évidemment, mais ils sont prêts à passer leur vie à étudier des petits problèmes de physique-chimie, à étudier des tableurs Excel, des mathématiques, etc., avec une concentration autistique pour le coup. Et encore une fois, l'autisme est un trouble qui est très largement masculin, et alors que les femmes ont beaucoup plus de mal à rester obsessionnel, systémique sur le même sujet tout le temps, surtout si ce sujet est complètement abstrait et sort de tout champ social et relationnel. Voilà, il y a une différence forte. Les femmes ont davantage d'empathie que les hommes, ça aussi, c'est très clair. Et on le discerne de mieux en mieux. Et encore une fois, en moyenne, il n'y a pas vraiment de différence, mais aux extrêmes, quand il s'agit de marquer l'histoire, je sais pas, par exemple, le mathématicien Gauss, je cite une anecdote assez amusante où on vient de prévenir que sa femme est en train de mourir et il répond « Attendez, dites-lui d'attendre que 5 minutes que j'ai fini ». Ça, ça montre bien cette capacité de s'abstraire du monde pour réussir quelque chose. Il y a des Marie Curie, il y a des femmes qui ont MacArthur, Revol, qui sont devenues exceptionnelles dans des disciplines a priori très masculines, mais elles sont encore plus exceptionnelles que les hommes. Et il faut bien avoir en tête que quand on parle des grands compositeurs, on parle déjà d'exceptions parmi les hommes. Les hommes ne peuvent pas dire « nous sommes Tchaïkovski ». Tchaïkovski est unique, mais voilà, il y aura toujours plus de Tchaïkovski hommes que de compositrices femmes. Et malgré, c'est pas de changer les manuels scolaires, c'est pas de donner des exemples, machin, qui va modifier les aspirations biologiques fondamentales. Il y a un autre mantra féministe que vous démontez dans ce livre, c'est l'émancipation. Pourquoi ça aussi, selon vous, ce serait une arnaque ? Parce que quand on vous explique qu'il faut faire ça pour être libre, il y a un petit problème dans l'énoncé. Sois libre et tais-toi, donc fais ça et fais ce que je te demande, montre déjà qu'il y a une absence de liberté. Mais ça, c'est le propre de l'idéologie, c'est de faire croire aux individus qu'on agit pour leur bien et que pour leur bien, ils doivent faire ce qu'on leur demande. Et à partir de là, ça veut dire qu'on exerce une contrainte sur elles, qu'elles vont, consciemment ou non, pour adhérer à l'ère du temps ou faire comme les autres, ou parce que il y a cette commande morale supérieure, elles vont se comporter, de la manière dont ce qu'on attend d'elles, ce qu'on leur demande. Et donc déjà, ce projet est liberticide dans son essence. La vraie liberté consiste à dire, vous voulez devenir Marie Curie, très bien. Vous voulez devenir femme au foyer, très bien. Vous voulez ne pas avoir d'enfants, très bien. Voilà, la liberté serait celle-là. Et là, on a vraiment un matraquage qui a été puissant, une injonction forte à cette fameuse émancipation qui consistait
à se libérer, disons-le, de la maternité, donc de l'enfance, donc de ce rôle de transmission, puisque quand même, quand on a beau réduire toutes les inégalités, à la fin, il reste toujours celle-là. Madame fait des enfants, donc on peut les mettre à la crèche, on peut faire ce qu'on veut, mais n'empêche, être une mère n'est pas du tout la même chose qu'être un père. Et ça paraît vraiment difficile à réduire. La tendance est à la dénatalité d'ailleurs. En fait, les femmes qui vivent sans enfants, qui ont des chats et qui sont très contentes, on nous montre beaucoup ça en ce moment. Mais c'est la suite logique de cette injonction. Et le problème, c'est que l'émancipation, quand on finit par s'émanciper de la vie... Ça peut être une des causes du déclin. Ah oui, ça peut faire partie, ça peut accompagner en tout cas des tendances culpabilisatrices, quasiment suicidaires. Moi, je compare ça à ne pas se reproduire. Il y a quand même cette notion un petit peu de suicide par procuration. Ce n'est pas nous qui le faisons, mais si on ne se reproduit pas, notre lignée qui remonte... c'est-à-dire tous nos ancêtres ont accompli leur mission et nous, on décide d'y mettre un terme. C'est quand même extrêmement fort comme choix. Et que des individus, en revendiquant une immaturité permanente, en disant « j'ai pas le temps, c'est trop dur, c'est trop compliqué, c'est simplement pas envie, je vais pas pouvoir m'amuser à aller en soirée », on en est là aujourd'hui, eh bien évidemment, ça dit beaucoup de choses de notre époque. Et que des idéologues appuient de telles tendances. Des jeunes filles qui se font ligaturer les troncs. Oui, et encore une fois, elles vont payer le prix parce que s'émanciper de la réalité on finit par le payer. On est ce que nous sommes. Et nos actes ont des conséquences, et même si on se persuade très très fort que on est libre et qu'on agit pour notre bien, à un moment, ces choses nous rattraperont. Alors justement, dans votre livre, vous avez aussi le courage d'aborder une conséquence de tout cela, la thématique de l'homme refoulé. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi vous faites référence et pourquoi ce phénomène, selon vous, il se développe ? Donc on a déjà, dans un premier temps, essayé de faire en sorte que les femmes deviennent des hommes comme les autres. Et comme le résultat n'est pas satisfaisant, on s'est dit il faut aussi déconstruire monsieur. Donc une manière Vous comprenez qu'on fasse l'objet de moquerie du monde occidental. Évidemment, parce que ça paraît assez fou comme projet. C'est-à-dire que l'homme, normalement, se caractérise par son indocilité, par sa fierté, parce que c'est l'être de la dangerosité. C'est l'être qui est capable d'être une menace, d'incarner cette menace. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il était choisi, c'est pour ça qu'il est protecteur, c'est le caractère, la fameuse virilité. Et là, on a l'impression que l'homme d'aujourd'hui doit être le lion, comme le lion de la fable, doit bien montrer à quel point il s'est limé les griffes, il s'est limé les dents, il a arraché la crinière, il a coupé tout ce qui allait avec, tout ce qui dépassait, pour en quelque sorte se soumettre à cette idéologie dominante. Et que peut-être ainsi il va avoir les bonnes grâces, enfin, de la femme moderne. Donc évidemment, ça ne se passe pas tout seul, et ça a des conséquences assez tristes à voir, il est vrai. Comment vous expliquez ce qui était jadis considéré pour beaucoup comme une dérive sexuelle, aujourd'hui peut être considéré comme, et revendiqué même comme une fierté ? Malheureusement, c'est une époque où il y a une telle confusion sur tout que tout ce qui est aberrant, en quelque sorte, peut devenir un étendard. On est une époque d'effondrement identitaire où les identités classiques ont été culpabilisées, criminalisées. Ça veut dire si vous êtes patriote, si vous êtes fier de votre couple, bien dans votre vie, fier de votre peuple, vous êtes de votre terroir, de vos traditions, vous êtes déjà dans une démarche quasiment criminelle. Donc maintenant, il faut trouver des substituts identitaires. Alors ça peut être, je sais pas, être passionné par les Pokémon, ça peut être tout un tas de choses comme ça. Ça peut être la déconstruction, ça peut être transactiviste, tout ce qui va heurter le sens commun, tout ce qui peut encore attirer l'attention du grand média sur une nouvelle tendance, un nouveau phénomène de société, peut faire office de substitut identitaire. Donc évidemment, on voit grouiller une faune nouvelle qui se cherche
un moyen d'exister. Et c'est pas toujours, on peut jeter de la peinture sur un tableau, on peut s'asseoir sur une route, enfin, on peut imaginer n'importe quoi pour se faire remarquer. Ça ne fera pas, ça ne satisfera pas le besoin identitaire fondamental que recherchent ces individus. Laurent Berton, avant d'en venir aux questions d'actualité, finalement, si je dois résumer là encore, en vous lisant, on voit que les causes se rejoignent. On ne redressera pas la démographie française sans lutter contre le féminisme politique. Et finalement, c'est l'avenir de la France qui est en jeu. C'est ça le message que vous voulez faire passer ? Ah oui, là on est en train de jouer notre tapis en quelque sorte, parce que le pays, on n'en a pas deux, le peuple, on n'en a pas deux. Et quand les conséquences d'une politique ou d'une époque s'en prennent à ce point aux repères structurants d'une population, les repères anthropologiques, les repères biologiques, évidemment, là on est en mode survie et on se dit que notre peuple qui a survécu aux tranchées, qui a survécu aux famines, aux crises épouvantables, là aujourd'hui il est menacé par un danger extrêmement pernicieux puisque on est dans une situation de confort et d'abondance, on est à la merci de forces de conditionnement sans précédent. Les écrans aujourd'hui, ça n'a pas d'équivalent. Donc on est vraiment dans un état nouveau, un état de péril majeur. Et il est extrêmement important d'avoir du recul sur ce qui se passe. C'est quoi les solutions que vous proposez alors ? Alors justement, j'ai toute une partie dans ce livre de solutions, moi, qui sont plutôt individuelles, en partant du principe que ce qui nous angoisse le plus est le fait qu'on a l'impression que tout nous échappe. Le citoyen se dit je suis totalement impuissant face à la marche du monde. Ce que je vois à l'écran me terrifie, me paraît extrêmement loin de ce qu'ont vécu mes parents, mes grands-parents. Et j'ai l'impression que je peux rien faire. Et ça, c'est une terreur qui conduit justement à se tourner vers des mauvaises solutions, vers l'espoir, je sais pas, d'un homme tout puissant qui va mettre de l'ordre, etc. Alors que on peut soi-même reprendre de la maîtrise sur sa vie. Si on a déjà du recul, si on acquiert une force mentale par rapport à ce qui se passe, on peut faire en sorte que son quotidien soit meilleur, que nous soyons meilleurs, que notre clan vive mieux. On peut renouer avec un tas de choses ancestrales, pour faire en sorte de montrer l'exemple à notre niveau et d'essayer d'initier une forme de contre-révolution en quelque sorte. Alors, Laurent Berton, si vous le voulez bien, on va aborder maintenant des sujets d'actualité. Actualité qui nous rappelle évidemment plusieurs de vos livres sur le sujet de l'insécurité. Juste avant cela, pour terminer sur ces questions, on va dire, des rapports hommes-femmes, on le voit, de plus en plus d'affaires sortent récemment. D'affaires, ou plutôt de sujets abordés par les médias, parce qu'ils sont même pas encore judiciarisés. Est-ce que vous aviez vu le complément d'enquête consacré à Gérard Depardieu ? Oui, j'ai vu passer les extraits les plus marquants. Comment vous avez réagi ? Avec une certaine consternation, parce que moi je connais pas cet homme, mais oui, comment ne pas être sidéré par ça ? C'est évidemment. Mais bon, si quelque part on est sidéré, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est qu'on n'a pas perdu complètement nos repères moraux en quelque sorte. Est-ce que paradoxalement, toutes ces affaires, en tout cas, on l'a vu aussi avec Coé, toutes ces affaires qui sortent, qui sont extrêmement médiatisées, elles peuvent pas paradoxalement justement avoir une incidence sur les rapports hommes-femmes, MeToo, toutes ces questions. Et il y a une question qui n'est pas du tout tranchée et qui va se poser de plus en plus, c'est la question de la responsabilité individuelle, parce que dans ce mouvement, il y a, encore une fois, cette dérive activiste qui va consister à partir du principe que l'accusateur a raison, quoi qu'il arrive, et que même si, c'est-à-dire à l'époque, il a rien dit, il était plus ou moins consentant, s'il change d'avis 10 ans plus tard, ce ne sera pas son problème à lui. Et à un moment, on peut pas faire ça. Il faut quand même rappeler aux individus, tous quels qu'ils soient, qu'ils doivent se respecter à partir du moment où ils doivent être aptes à faire entendre leur avis, à exprimer leur ressenti, à
c'est-à-dire que c'est terrible, hein, je sais de dire ça, mais n'importe quel être humain a sa responsabilité aussi dans ce qui lui arrive. C'est-à-dire, si quelqu'un n'ose pas dire, ne veut pas dire, pour quelque raison que ce soit, on ne peut pas, 10 ans après, ne pas en tenir compte. Parce que sinon, la notion de consentement n'existe plus, en quelque sorte. Et j'allais y venir justement aux États-Unis. Enfin, on m'a dit, je ne sais pas si c'est totalement vrai, mais qu'il y avait de plus en plus même d'applications qui se créent de consentement. C'est-à-dire qu'on va en arriver là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même le rapport de séduction, il est biaisé. Malheureusement, on sera obligé de signer un truc co-signé chez le notaire, etc. avant chaque rapport, je ne sais pas, pour être sûr qu'un jour, on ne vienne pas nous dire oui, mais bon, finalement, parce que une démarche de séduction ou tomber amoureux, enfin, il y a déjà une tromperie, une manipulation chimique, hormonale. On est déjà victime de quelque chose. Donc, c'est un jeu aussi, le consentement est une notion qu'on tient pour assez vague. Certains individus vont faire des choses sans être absolument sûrs de ce qu'ils sont en train de faire, si c'est une bonne chose, si c'est la folie du moment, enfin, je sais pas, tout un tas de raisons. Donc, c'est extrêmement difficile d'être catégorique sur ce genre de notion. Malheureusement, plus les rapports vont être compliqués, judiciarisés, plus ce genre de cas vont se poser. Alors, Laurent Oberton, on en vient évidemment maintenant à un tout autre sujet, celui du drame qui a eu lieu à Crépol. D'abord, comment est-ce que vous avez réagi en apprenant ce drame ? Je ne vais pas dire que j'ai été surpris. Des jeunes qui se baladent avec des couteaux sur eux et qui en font usage, c'est tous les jours. En France, on est à plus de... Patrick disait que c'était peut-être pour aller séduire des jeunes filles. C'est possible. C'est une stratégie, voilà, on va pas stigmatiser. Mais il y a quelques années de ça, début du quinquennat Macron, une étude montrait, une enquête de victimation montrait qu'on avait à peu près 120 faits commis chaque jour avec une arme blanche. En France, on a à peu près un millier de coups et blessures recensés, de plaintes déposées chaque jour en France. Donc de violence aux personnes gratuites, ça veut dire sans motif crapuleux. Et quand je dis 1 millier de plaintes, il faut multiplier le chiffre total par 3 puisque les gens ne déposent pas plainte systématiquement. Donc il y a énormément de violences. Les violences avec des couteaux concernant des jeunes sont de plus en plus nombreuses, c'est incontestable. Et malheureusement, Crépol, c'est une fête de village. Un jeune qui va vendre son jogging, ça arrive extrêmement régulièrement. Et pour rien. Ça veut dire dans notre référentiel à nous. Comment vous expliquez que ça puisse se produire aussi dans nos villages ? Parce que maintenant, dans des zones qu'on croyait quand même justement, c'est problématique. Quand on a des phénomènes comme ça de bandes qui attaquent au couteau et qui tuent d'autres individus, on parle presque toujours de bandes issues de l'immigration. Or, avant, elles étaient cantonnées à la périphérie des grandes villes, et maintenant... Mais ça, pardon, je me fais un peu l'avocat du diable, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est peut-être pas l'apanage. Là, il y a des études là-dessus. Alors, pour le coup... les attaques à l'arme blanche, j'ai pas d'exemple récent de bandes autochtones qui a tué, en faisant usage d'une arme blanche, quelqu'un, par exemple, une victime issue de l'immigration. L'inverse, par contre, est vrai et assez fréquent. Pas seulement des victimes issues de l'immigration, puisque, par exemple, le jeune Brian, qui a été tué à Valenton, il voulait vendre son jogging et il l'attendait à 5 ou 6 et ils l'ont planté. Il était lui aussi issu de l'immigration. Il y a beaucoup de victimes issues de l'immigration. C'est-à-dire les bandes ne font pas la distinction. Là, dans l'affaire Crépol, on a parlé de propos racistes, anti-blancs, etc. Oui, peut-être. Mais dans l'ensemble, il y a énormément de personnes issues de l'immigration qui sont aussi victimes de ça. Quand on voit des gens, des éditorialistes comme Patrick Cohen, des historiens et sociologues comme, je crois que c'est M. Rosenvallon, qui tentent du moins peut-être pas de modifier le narratif, mais en tout cas de réécrire un peu l'histoire, ou en tout cas de pointer de telle façon qu'on puisse s'interroger sur ce qui nous apparaît comme une évidence. Ça dit quoi, ça parce qu'ils justement, ils savent très bien que les coupables que les auteurs d'actes violents sont la plupart du temps issus de l'immigration. Et pour eux, c'est assez inadmissible puisque ils présument que le peuple français, s'il sait,
si on le conforte dans son intuition, parce que il se doute très fortement, mais si on lui prouve statistiquement qu'il a raison, si tel fait confirme son Patrick Cohen, ces individus-là pensent que le citoyen est incapable de penser raisonnablement, qu'il va pas pouvoir intégrer l'information et en tirer de bonnes conclusions. Il va devenir bête, raciste, méchant, il va mal voter, etc. Donc à partir de là, Christophe Barbier l'a admis, on préfère dissimuler la réalité factuelle, ou que ce soit un fait comme celui-là, minimiser, dire c'est plus compliqué que ça, ce qui est absolument grotesque, ce qui condamne les victimes une nouvelle fois à l'oubli, au déni, et pas seulement les victimes, encore une fois, autochtones, mais aussi les jeunes issus de l'immigration. Ce Brian qui s'est fait planter à Valenton pour son jogging, personne n'en parle. Les fameux défenseurs des minorités, etc., n'ont pas pris sa défense, justement. On préfère ignorer complètement ce genre d'acte. Donc on rend service à personne en faisant ça. On peut dire aujourd'hui, à vous écouter, qu'aucun territoire du pays n'est à l'abri. Ah oui, absolument. C'est le fameux... le bon endroit au bon moment, maintenant, il n'existe plus. Chaque endroit est potentiellement le mauvais et chaque moment est potentiellement à risque. On fait avec. Ça aurait pu arriver il y a 10 ans, d'après vous? Il y a 10 ans, ça arrivait déjà, c'était rare. Ça arrivait dans des endroits bien ciblés, certains quartiers qui craignent, etc., qu'on connaît par cœur. Il y avait déjà ce déni massif, épais. Et maintenant, comme ça arrive partout, le déni ne tient plus. Il n'y a guère plus que Patrick Cohen pour prétendre que c'est à peu près normal et que c'est l'équivalent de, comme l'a dit je ne sais plus quelle chercheuse, l'équivalent moderne de Roméo et Juliette ou des choses comme ça. Donc c'est là qu'on mesure encore plus la déconnexion, le déni incroyable de cette élite qui continue à nous faire croire que tout va bien, qu'il faut surtout pas exagérer. Et à mon avis, faisant ça, elle se tire une balle un peu plus que dans le pied. Vous pensez que ces manipulations elles sont encore efficaces? Parce que finalement, ça nous ramène évidemment au sujet de votre dernier livre, votre avant-dernier livre, je crois que c'était Game Over. Est-ce qu'elles sont efficaces, ces manipulations? Parce que finalement... elles ont pu l'être. Aujourd'hui, elles permettent encore d'avoir une influence forte sur cette fameuse élite. C'est-à-dire que tous les Patrick Cohen du monde se terrorisent un petit peu entre eux. S'il y en a un qui commence à laisser échapper une vérité, il va être pris de voler par ses collègues. Donc ça a cette vertu-là, mais par rapport à la population, c'est terminé. La population générale est complètement perdue et elle ne comprend absolument pas qu'on puisse trouver des circonstances atténuantes à des jeunes qui vont à une fête de village avec des couteaux dans leur poche. Et ça, c'est vraiment le nœud du problème. C'est qu'on peut dire ça se passait bien au début, etc. Une provocation, machin. Ça ne rentre pas en ligne de compte. Vous avez des couteaux dans la poche à une fête de village et vous vous en servez et vous transformez une salle des fêtes en abattoir. Il est là le point majeur. Et le citoyen normalement constitué se dit, lui, quand il va à une fête de village, il y va pour s'amuser, pour boire un coup avec ses enfants, etc. Il n'envisage pas que sa vie ou celle d'un autre va s'arrêter ce soir-là. Et c'est ça aussi qui nous sépare de ces sauvages, c'est la vision des conséquences de nos actes. On est normalement constitué, on se dit que notre vie s'arrête, tout ce que ça peut impliquer. Et le jeune, avec les guillemets, ne réfléchit même pas à ça. Il sort le couteau et voilà. Et il réfléchira peut-être jamais d'ailleurs. Le terme d'ultra-droite qui s'est imposé depuis ce meurtre de Thomas, vous en pensez quoi? Il y a 10 ans, c'était plus l'extrême droite, maintenant c'est l'ultra-droite. On en rigole, mais finalement c'est quand même affligeant quand même ce qui se passe. Ah oui, bien sûr. Mais c'est une manière d'essayer de... C'est-à-dire que tout ce système Big Brother... La récupération hypothétique avant même le fait, c'est ça qui est fou. Big Brother a toujours reposé sur ce chantage à l'extrême droite. Ça veut dire à chaque fois que vous posiez les mauvaises questions, que vous commenciez à marquer des points dans le débat, on vous renvoyait les heures sombres, etc. On va faire le jeu, dans c'est qui, donc il faut pas en parler. Donc censure, donc circuler, il n'y a rien à voir. Et aujourd'hui, Big Brother, donc ce système médiatique, sent bien que cette arme, c'est vraiment effritée, puisqu'elle a été utilisée partout, tout le temps, pour n'importe quoi. Donc on essaie d'augmenter les oses, on essaie de dire ultra-droite, et pour toujours laisser croire aux citoyens que la vraie menace n'est pas la réalité, les faits divers, l'ensauvagement, le pays qui est à feu et à sang, mais
les mauvaises pensées du citoyen. Ça veut dire que quelque part, il échappe à son dressage initial, qui était celui de, quoi qu'il arrive, toujours voter pour l'idéologie contre la réalité. Et malheureusement, la réalité devient tellement puissante que c'est plus possible. Donc on joue ce cirque de l'ultra-droite, mais encore une fois, ça ne trompe plus grand monde. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de la réaction de la police aux ordres de Gérald Darmanin contre les jeunes militants qui ont voulu entrer dans Romans-sur-Isère ? Alors il y a eu, a priori, oui, il y a eu quelques blocages. Quelques policiers qui en ont marre, qui dénoncent la situation depuis très longtemps, qui expliquent que un commandant de police m'a expliqué ça, c'est une criminalité du tiers-monde, et on doit la gérer de manière démocratique. Ça veut dire sans tutoiement, en étant poli, en acceptant que le jeune qu'on arrête pour la 100e fois ressort le lendemain avec un bracelet, en riant. C'est ça la... Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, il y a le Conseil d'État qui a ordonné à ce que un expulsé revienne. Enfin, un désaveu permanent, une humiliation du travail des policiers, qui est évidemment extrêmement pesant. Et donc des policiers, ça fait longtemps, on a vu des manifestations de policiers, on a vu énormément d'officiers tenter de s'élever contre ça, ils ont été mis au placard, ils ont été méprisés, on les a pas écoutés, et le système ne tient que grâce à sa police, mais c'est de plus en plus difficile, et certains policiers désobéissent carrément quand des consignes comme ça leur sont données. Alors il y a toujours des CRS, il y a toujours moyen de se faire obéir pour finir, mais la situation est quand même assez critique. Dans ce drame à Crépol, pour vous, le lien entre immigration et criminalité, il est évident. C'est-à-dire que ceux qui ont été interpellés sont très largement, quasiment tous, issus de l'immigration récente. En tout cas, on sait de culture propre à la culture des cités, le fait que la culture de la bande, c'est-à-dire celui qui n'est pas dans la bande, c'est pas grave, c'est pour marquer des points, on peut l'agresser, le machin, ça n'a aucune importance, on n'a aucun rapport affectif avec lui, donc on est complètement en dehors de la société normale en quelque sorte. Donc ça c'est manifeste, et malheureusement une bonne part des violences aux personnes sont liées à des individus issus de l'immigration, qu'ils soient immigrés ou descendants d'immigrés. Alors, à côté du meurtre de Thomas, nous avons aussi eu droit à un attentat sur le pont Bir Hakeim à Paris. Est-ce que vous craignez qu'avec le conflit au Proche-Orient, on entre dans une nouvelle phase de terrorisme en France ? A priori, il y a le renseignement pense que là, les mois qui viennent vont être difficiles. C'est un euphémisme pour dire que ça risque de éclater de nouveau. C'était plus ou moins en sommeil depuis quelques mois. Comment faire pour éviter cela ? Si c'est le type fichier S avec un couteau, malheureusement, on l'évitera pas, puisqu'il y en a des milliers. Alors, on le sait, vous avez vu, on a un beau rapport circonstancié, mais l'heure d'après. C'est-à-dire que ça va tomber sur 1 malheureux, 2 malheureux, 3 malheureux, ceux qui vont croiser sa route. Pas de chance. Et tout ce qu'on va avoir, c'est un beau rapport de police après les faits qui va nous expliquer qui il était, comment on l'avait suivi, pourquoi il n'a pas été expulsé, etc. On a déjà vécu ça des centaines de fois, on le revivra encore. Cette fois-ci, Darmanin pourra dire, vous avez vu, c'est parce qu'on n'a pas voté ma loi, ou c'est parce que c'est la Cour européenne des droits de l'homme. On aura toujours une bonne excuse pour justifier cette impuissance et cette mise en danger de nos concitoyens. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.